de Lausanne. Elle tend à questionner la place de l'architecture aujourd'hui, son rapport à la vie et au monde. Elle vise à être un relais et un reflet des activités pédagogiques, de recherche et de réflexion de l'école, de ses étudiants et de différents intervenants. L'atelier magazine est constitué d'un corps éditorial et d'un corps de rédaction, tous les deux composés d'étudiants. Cette année, nous avons décidé de travailler durant toute l'année sur un seul thème, l'identité. Cette notion est complexe, impossible à maîtriser, pourtant elle semble pertinente comme outil pour explorer et questionner notre monde d'aujourd'hui. Nous souhaitons stimuler les réflexions et la participation pour aboutir en fin d'année à une unique publication. Pour nourrir une belle émulation, l'année sera ponctuée de nombreux événements sous la forme de 10 publications ciblées, le petit atelier, et de 3 tables rondes, les agoras. Le petit atelier est un périodique concis qui vise à approfondir des questions relatives à la thématique que nous avons choisie et à ouvrir les champs de réflexion. Ces publications doivent être vues comme des réflexions en chantier, tant pour l'équipe du magazine que pour vous, et pour susciter votre envie de contribuer à la publication finale. L'Agora est une réunion qui a pour objectif d'encourager le débat à travers la confrontation d'idées. Vous allez voir que nous commençons très fort ce soir avec... excusez-moi. Pour chaque Agora, nous aurons des invités de différents horizons professionnels et vous allez voir que nous commençons très fort ce soir en espérant que nous aurons toujours des personnalités de cette qualité. La publication finale de l'atelier, qui sortira au mois de juin, rassemblera des réflexions sous différentes formes, textes, entrevues, productions graphiques et reportages provenant d'étudiants, de professeurs et d'invités extérieurs à l'école. On va passer maintenant au cœur de la thématique de ce soir, qui est l'individu, le collectif et la ville. En espérant que les discussions qui vont suivre vous donneront envie de poursuivre avec nous et de nous proposer vos contributions. Je passe la parole à Morgane maintenant. Alors, dans The Right to the City, David Harvey cite le sociologue Robert Park, définissant la construction de la ville comme la tentative de l'homme la plus consistante et, dans l'ensemble, la plus réussie, de refaire le monde à son image. Cependant, selon lui, si la ville est le monde que l'homme crée, c'est par conséquent le monde dans lequel celui-ci est condamné à vivre. Ainsi, indirectement, et sans se rendre compte de la nature de sa tâche, par la construction de la ville, l'homme s'est reconstruit lui-même. En s'appuyant sur cette note, David Harvey requalifie le droit à la ville comme bien plus que le droit de chaque individu à l'accès aux ressources que la ville incarne. C'est le droit de se changer soi-même en changeant la ville d'après ses désirs les plus profonds. C'est en outre un droit collectif plutôt qu'individuel, puisque changer la ville dépend inévitablement de l'exercice d'un pouvoir collectif sur les processus d'urbanisation. Quel type de relation recherchons-nous? Quelle relation avec la nature chérissons-nous? Quelle forme de vie quotidienne désirons-nous? Quel type de technologie jugeons-nous appropriée et quelles valeurs portons-nous? Ainsi, poser la question de quel genre de ville voulons-nous invoque inévitablement qui voulons-nous être? Pour entamer cette discussion et tenter de répondre petit à petit à cette grande question, nous souhaiterions commencer par demander à nos invités, Catel, Lorraine et Yves, qui êtes-vous? Alors, je vais commencer. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et puis me permettre de participer à cet événement. Donc je suis Catel Malédan. Je suis architecte urbaniste et je travaille en Suisse depuis un peu plus de 10 ans maintenant autour de projets d'architecture, d'urbanisation et de participation. Donc il y a un peu un fil rouge dans mon travail qui est lié à mon engagement professionnel pour la qualité des espaces de vie et puis une attention particulière pour les gens qui les habitent. J'ai toujours mené plein de projets en parallèle, mais aujourd'hui j'ai un bureau avec Tanguy Offray-Postel qui s'appelle MAP Architecture, avec lequel on fait des petits projets d'architecture essentiellement. Et je pense que ce soir je vais plutôt vous parler de mes expériences avec l'association Ville en Tête, dont je suis la coordinatrice depuis un peu plus d'1 an. Donc c'est une association de sensibilisation à la culture du bâti qui rassemble une trentaine de personnes engagées dans la région de Lausanne, donc des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des personnes du monde de l'enseignement et de la médiation culturelle aussi. On cherche à travers nos projets à donner envie
aux gens de s'impliquer, à participer au développement de la ville, de leur ville. Et pour cela, on mène des projets de sensibilisation et de participation. L'objectif est toujours de permettre à la population de mieux comprendre les espaces dans lesquels on vit tous, pour qu'ils puissent participer au débat public qui concerne ces espaces, il y en a beaucoup, et puis de multiplier les opportunités d'appropriation. Donc, je pense que ouais, c'est un peu de ces projets-là que je vais plus vous parler ce soir à travers la discussion, parce qu'en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est renforcer le lien entre la ville et les individus, et puis de renforcer le caractère collectif de la ville. Donc, je me réjouis de cette conversation. Merci. Lorraine, est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, avec plaisir. Eh bien, donc, merci pour l'invitation. Moi aussi, je suis ravie d'être là, d'être un peu connectée avec la Suisse aussi, parce que là, je vous parle donc de la région parisienne. Je suis journaliste, donc basée à Paris. Moi, je fais des podcasts, en fait. À l'origine, j'ai un studio de production de podcasts qui s'appelle Nouvelles Écoutes. Et j'ai créé un podcast qui s'appelle La Poudre. Je crois qu'il est un petit peu écouté en Suisse. Qui avait en fait pour objectif premier la compensation de la silenciation des femmes dans l'espace public et dans les médias en particulier. Donc, moi, l'axe de mon travail, ça a vraiment été d'abord ça, en fait, réfléchir à la présence des femmes dans les médias et travailler à la rectifier, moi, directement en tant que journaliste, parce que je me sentais une responsabilité sociale sur cette invisibilité-là. Et puis j'organise aussi des conférences avec des chercheuses et des militantes féministes, des chercheuses en études de genre. Et j'ai organisé un cycle de conférences il y a 2 ans au Carreau du Temple, donc un lieu public à Paris, sur les femmes dans l'espace public. Et donc ce cycle de conférences m'a poussée à augmenter ma réflexion. Je suis sortie des médias pour aller plus loin dans la notion d'espace public. Et évidemment, quand on pense à l'espace public, on pense assez rapidement à la ville. Donc j'ai échangé, pour axer vraiment sur le thème de la soirée, j'ai échangé notamment avec 2 chercheuses qui s'appellent Chris Blash et Pascal Lapalu, qui ont fondé un think tank qui s'appelle Genre et Ville et qui réfléchit précisément à la façon dont les femmes, mais les minorités de genre aussi, évoluent dans l'espace public, évoluent dans la ville. Et à leur contact, j'ai vraiment compris qu'on pouvait en fait adopter, comme sur tout d'ailleurs, un prisme de genre sur la ville, et que quand on adoptait ce prisme, on observait beaucoup de discrimination vis-à-vis des femmes et des minorités de genre, mais aussi des personnes handicapées, des personnes racisées. Et voilà, c'est une thématique qui m'a passionnée et donc que j'ai pas mal creusé ensuite. Et voilà, et tout récemment, j'ai sorti un livre aux éditions Alary qui s'appelle Présente. Je crois qu'on le trouve aussi en Suisse. Et voilà, et Présente, c'est ça. Donc voilà, c'est un livre qui traite de la question de la place des femmes dans l'espace public. Et j'ai tout un chapitre consacré à la ville. Donc voilà, je ne vais peut-être pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais en tout cas pour me présenter sur mon travail et pourquoi je suis là, je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Yves, c'est à vous. Eh bien, merci pour l'invitation. Voilà, moi, cette question, elle m'a posé problème. Hein, qui suis-je? C'est toujours un peu difficile de reconstruire une espèce de parcours en situation. Alors, je pense que le contexte fait un peu ce qu'on est sur le moment. Donc, je me suis posé la question, en fait, en liant quel individu j'étais, aussi de quel collectif je pouvais peut-être me rapprocher, me revendiquer. Et puis, surtout, dans le cadre d'aujourd'hui, de quelle ville, en fait, ou quelle ville suis-je, ou de quelle ville suis-je désormais composé ou décomposé, s'il s'agit de mon identité. Et c'est un peu cette question qui a été un peu mon entrée dans la soirée. Alors, je suis institutionnellement
un enseignant et un chercheur de l'EPFL, formation sociologique ou anthropologique plutôt. De Lausanne, j'ai fait mes classes à Lausanne, je suis né à Lausanne déjà. Et puis, vers l'âge de 20 quelques années, je suis parti au Venezuela. Et Caracas, sur toutes ces questions-là des individus, du collectif et de la ville, je crois m'a réanimé en tant qu'individu, mais surtout en tant que membre d'un collectif humain et social dont j'avais un petit peu à Lausanne perdu les habitudes, perdu les coutumes. Et c'est donc peut-être à partir de ces deux villes de Caracas, après il y en a eu plein d'autres, et puis c'était ma première, disons, entrée, peut-être question que j'aurais envie de discuter. Les L apostrophes de l'individu, le du collectif et puis là de la ville, je pense induisent un questionnement qui me paraît un petit peu problématique aujourd'hui. Et puis c'est aussi ça que j'aurais envie de parler en termes identitaires. La question de l'espace public me paraît centrale pour ces raisons-là. C'est-à-dire, moi je pense être un homme à la fois d'intérieur, domestique, hein, avec cette horreur du domicile. Donc un premier paradoxe, je pense, quand on parle de ville. Et puis l'idée que la ville est d'abord et avant tout ses rues et ses espaces publics. Et aujourd'hui, avec une dérive sécuritaire, liée peut-être à un souci de s'identifier ou d'identifier l'ennemi plutôt que de s'identifier à des collectifs. Je pense que les villes sont devenues quelque chose que j'aime pas toujours. Et ce soir, j'ai l'impression qu'on pourrait essayer de recomposer un peu ce lien social enfoui, abîmé à travers les échanges qu'on va avoir. Voilà, je pense absolument pas avoir répondu à la question qui je suis, mais je pense que c'est pas le plus intéressant. Alors, si vous avez envie de parler directement d'espace public, on pourrait peut-être vous demander quels sont les outils d'appropriation de cet espace public, qui est à la fois un lieu de rencontre entre l'individu et la collectivité, mais aussi justement, comme vous l'avez dit, un lieu parfois dangereux et difficile à s'approprier. Donc, je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous a envie de commencer sur cette question, ou si on doit désigner. Non, mais je peux rebondir si vous voulez. Avec plaisir. Moi, j'aime la ville. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre dans notre association qui s'appelle Ville en tête. Donc, c'est un peu forcément les amoureux de la ville aussi qui parlent. Mais c'est clair qu'on ne peut pas nier cet aspect sécuritaire et cette perte du collectif qui est clairement présent, surtout dans des grandes villes. Et puis la question de l'échelle de la ville, je trouve qu'elle est quand même une bonne c'est une bonne question aussi. Puis ça pose la question de l'échelle du collectif. Mais je pense que c'est une certaine imbrication. Et puis, pour rebondir sur cette idée de ne pas perdre cette coutume du collectif, et peut-être que cette dérive sécuritaire, c'est déjà une réponse. C'est-à-dire que plus l'espace il va être sécuritaire, moins on va avoir envie d'y aller finalement. Donc, moi, j'ai quelque part envie de dépasser cette idée.
Après, c'est une question hyper compliquée pour laquelle on n'a pas de. Enfin, moi, j'ai pas vraiment de réponse appropriée. Par contre, on peut donner confiance et avec l'association, on fait des balades. Et finalement, à travers ces balades, on fait découvrir les espaces, on donne confiance en l'espace quelque part, en cette multitude d'espaces qui composent la ville. Donc on ne fait pas disparaître ce sentiment de peur qui pourrait aussi faire fuir de la ville les gens, mais on suscite l'envie, on montre que ça peut être super cool finalement, on désacralise aussi tout ce qui peut y avoir comme pression autour de ces espaces, notamment si on considère les espaces publics comme des espaces de représentation aussi. Donc c'est un peu toutes ces questions. Puis je trouve qu'il y a une grande question aussi, c'est de se sentir légitime. Donc se retrouver à sa place. Enfin, voilà, j'ai le droit d'aller dans cet espace, je suis à ma place. Donc Lorraine tout à l'heure disait que c'était la place des femmes dans l'espace public, mais finalement c'est pas que les femmes aussi. Nous on montre aux enfants, quand on fait des balades avec les enfants, on montre aux enfants qu'ils ont le droit d'être là. C'est pas parce que c'est pas une place de jeu qu'ils peuvent pas s'approprier l'espace. Puis finalement, si on leur laisse ce droit, en fait, les enfants ont la capacité de s'approprier n'importe quel espace et de pouvoir le transformer en ce qu'ils veulent. Et je trouve que là, on a beaucoup à apprendre d'eux. Parce que finalement, ils arrivent à dépasser aussi très rapidement des barrières qu'on pourrait nous ressentir. Donc ça, c'est peut-être une première réponse. Je ne sais pas si ça suscite des réactions chez mes collègues. Moi, ça me fait vraiment réagir et je trouve ça, enfin, ce que vient de dire Catel, ça résonne aussi avec ce qu'on trouve dans le discours féministe beaucoup ces derniers temps. Alors moi, je parle des femmes parce que c'est ma spécialité, mais c'est intéressant en fait d'observer que finalement le rapport qu'on crée entre les femmes et la ville, et ça se noue effectivement dès l'enfance, c'est souvent un rapport de peur. C'est-à-dire qu'on entretient vraiment très, très jeune, très tôt chez les jeunes femmes, cette idée que la ville est un espace où elles ne sont pas en sécurité, où il faut qu'elles se méfient, il ne faut pas sortir trop tard, il faut faire attention à sa tenue, il faut éviter les petites rues, il faut se faire raccompagner. Ça, c'est des petites injonctions qui arrivent très très tôt en fait dans la vie des femmes, alors qui peuvent effectivement sembler justifiées quand on sait que le harcèlement de rue est un phénomène qui touche massivement les femmes. Il y a 81% des femmes, quel que soit leur âge, qui sont concernées par ce harcèlement de rue, qui souvent commence dès 14 ans. Il y a d'autres chiffres édifiants, par exemple à Paris, dans les transports en commun, c'est 100% des femmes qui ont déjà été harcelées dans l'espace public. Néanmoins, cette peur-là, on peut aussi l'avoir comme un outil de contrôle social. Et on peut aussi s'interroger sur les raisons qui ont fait qu'on a poussé pendant des siècles les femmes à se méfier de la ville et à ne pas en fait s'autoriser à circuler librement dans cet espace-là. Et finalement, la meilleure façon de lutter contre le harcèlement de rue, quand on y réfléchit bien, c'est pas de dire aux femmes de pas sortir, c'est pas de dire aux femmes de pas s'habiller comme ci ou de pas rentrer comme ça, ce serait plutôt d'éduquer au consentement et de créer en fait un respect mutuel, une empathie, une bienveillance, un vivre ensemble, où ça se joue évidemment sur beaucoup d'autres mécanismes. D'ailleurs, on retrouve là quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les discours féministes, c'est-à-dire qu'on va culpabiliser les victimes en fait, et on va les charger de la responsabilité d'éviter l'agression. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le viol. Une femme qui a été violée, la première question qu'on lui pose, c'est qu'est-ce que tu portais quand ça t'est arrivé, et je trouve ça vraiment intéressant. Tous les outils, donc notamment l'outil que Catel a évoqué, il est très souvent utilisé dans les démarches féministes de réappropriation de la ville et finalement d'organiser des grandes marches de femmes dans la nuit à plusieurs. C'est une façon en fait de travailler sur les psychismes et de se débarrasser de cette peur et de faire se réveiller en soi la légitimité de pouvoir marcher dans la ville et se rappeler que cet espace nous appartient à nous aussi et qu'il n'y a absolument aucune raison en fait qu'on ne s'y sente pas à l'aise. Puis en plus, il y a aussi une part d'irrationalité parce que en réalité, les hommes ont plus de chances d'être agressés que les femmes dans l'espace public. Ils sont plus souvent victimes de violences ou d'accidents dans l'espace public.
c'est important, je trouve, de le rappeler. C'est important aussi de rappeler que 80% des viols ont lieu dans l'espace privé, dans l'espace de travail. Donc l'espèce de mythologie du viol qui va se produire dans une petite ruelle mal éclairée en pleine nuit, justement, c'est une mythologie. Le viol se produit en fait dans les maisons, dans les bureaux. Donc voilà, donc je pense que ce qui est vraiment, si je devais apporter une lecture féministe de ce que Catel vient de dire, ce serait vraiment d'autoriser les femmes à se sentir à nouveau légitimes en fait dans la vie. Ce serait vraiment, je pense, clé pour aller vers un véritable un lieu où tout le monde et tout le monde se sentent véritablement à sa place. J'imagine que c'est mon tour de prolonger. Je pense que ce qu'il vient de dire est, je pense, le plus important aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, j'ai de tout temps une analyse, disons, marxiste, où la ville, mon approche était d'abord celle des classes sociales, les fragmentations urbaines, la place des individus en tant qu'appartenant à une classe, leur légitimité à justement occuper des espaces publics et pas des autres, être tenu à l'écart, la marginalisation, l'exclusion, la relégation, toute la question des banlieues, la question de la petite criminalité ou de la criminalisation de la pauvreté. Toutes ces questions-là restent pour moi essentielles parce que la ville, son problème aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas dépassé sa naissance capitaliste et puis on en reste sur cette histoire d'espace public. Je pense que la dangerosité, en fait, est un des problèmes. L'autre, c'est sa commercialisation. Tant qu'on espère commercialiser tous les espaces publics, je pense qu'on va les rendre sécuritaires, donc dangereux. Et moi, je souscris tout à fait ce qui vient d'être dit. La seule manière de récupérer, on pourrait dire, ces espaces publics, leur publicité, au sens premier, c'est de les occuper, c'est de les récupérer, c'est de se les réapproprier. Et je pense qu'il faut dépasser ce message de peur pour être dans la rue, pour être dans l'espace public. Et je pense que c'est ça le grand défi aujourd'hui, c'est de refuser l'assignation à résidence dans les conditions qu'on sait, notamment cette double assignation à résidence dont sont victimes les femmes en général, mais aussi parmi elles les femmes les plus pauvres, les plus doublement vulnérables. Et puis là, je dirais que le grand enseignement de ces 20 dernières années, pour moi, c'est la question, s'il fallait en garder qu'une, la question qu'on doit poser aujourd'hui à la ville, c'est la question que pose le féminisme. C'est la question du genre. Tant qu'on n'aura pas dépassé la production patriarcale de la ville, des espaces publics, je pense que on aura ce danger, on aura cette dangerosité, on aura cette violence aussi. Et on n'aura pas les moyens de la surmonter. Donc, on va être de plus en plus assigné à résidence pour des raisons sanitaires aujourd'hui, pour des raisons politiques certainement. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, la vraie repolitisation de ce débat passe par la question féministe. La question telle que certains courants féministes la posent, je pense. Et là, au cœur de tout ça, il y a la question de l'occupation. Quels sont les outils, quelles sont les armes, éventuellement, pour défendre ce droit à la ville qui passe par le droit à l'espace public. Sans naïveté, sans angélisme non plus, hein, parce que ce serait aussi faux de précipiter les femmes la nuit, ou les jeunes femmes la nuit dans l'espace public, ou les enfants.
simplement pour faire la démonstration qu'ils n'y ont pas leur place. Peut-être par rapport à cette idée de précipiter, c'est aussi les outils qu'on peut utiliser. Il y a un sociologue français qui s'appelle Yves Rimbaud qui a écrit La ville faite par et pour les hommes, qui parlait d'un nécessaire apprentissage de la ville. Il donne l'exemple du skatepark à Bordeaux, qui a fermé, qui a réservé l'espace pour les jeunes filles, parce qu'ils se sont rendus compte que les jeunes filles n'utilisaient pas les équipements du skatepark. Pourtant, après un sondage, ils se sont rendus compte qu'elles en avaient envie. Donc, ils ont fermé cet espace, réservé cet espace pour les jeunes filles. Et la première réaction, ça peut être « mais pourquoi ? Elles n'ont qu'à venir, c'est facile ». En fait, ils démontrent qu'ils ont réservé cet espace, elles sont venues, elles se sont entraînées, elles ont pris confiance en elles. Et puis, quand le skatepark a réouvert pour tout le monde, elles étaient là, elles ont pris leur place. Et donc, je trouve que cette conscience, cette confiance en soi, cette confiance en le fait que l'espace dans lequel je vais évoluer, il est aussi fait pour moi, elle est assez primordiale. Et je me demande comment cet exemple pourrait aussi se reproduire à d'autres échelles. À l'échelle d'une place publique, ce n'est pas exactement un skatepark, donc c'est autre chose. Mais de mettre en place des cadres privilégiés pour donner confiance, on parle des femmes, mais ce n'est pas que les femmes, il y a d'autres publics qu'on ne voit jamais dans l'espace public. Moi, il y a 3 moments à Lausanne que je trouve assez incroyables, qui sont, les premières, c'est les manifestations. Donc, quand il y a un public qui défend, qui vient manifester pour une raison. Donc les manifestations pour les manifestations féministes, les dernières manifestations féministes étaient incroyables pour ça. On était toutes les femmes debout sur les marches du Palais Rumine à la Riponne, donc c'est un peu la place symbolique de Lausanne. C'était assez incroyable. Mais en parallèle, je pourrais aussi mettre la fête du bois, quand tous les enfants des écoles primaires de Lausanne défilent dans les rues et prennent possession de ces rues qui sont fermées juste pour ces enfants. C'est aussi un moment assez incroyable. Et puis ce genre de sensation, je la ressens aussi quand c'est le carnaval. Pour le carnaval à Lausanne, il y a plein de manèges qui viennent s'installer sur les places, la place du Flon. Et puis on retrouve en ville des publics qu'on voit moins facilement au centre-ville, des classes sociales moins aisées. Et c'est des moments assez incroyables où ces publics-là prennent possession de l'espace public. Et je me demande comment on pourrait réussir à mettre en place des outils pour qu'ils prennent conscience de ça, et puis les inviter aussi à le faire plus souvent, peut-être aussi de leur initiative, et qu'on puisse généraliser un peu ces moments, finalement, de rassemblement pour des publics qui sont plus facilement ou de manière plus générale invisibilisés dans la ville. Parce que si on veut penser la ville pour tous, là je rejoins un peu tout ce que vous avez dit avant, mais il faut que tout le monde puisse être représenté dans cet espace public pour que la ville soit à tous, et puis qu'on puisse partager. C'est cette notion de vivre ensemble en fait qui est essentielle. Moi, ça me fait penser, ce que Catel vient de dire, ça me fait penser à une expérience qui a eu lieu sur la place du Panthéon à Paris, donc la place des grands hommes. C'est quand même pas anodin qu'elle ait ce surnom. C'est-à-dire ce qui a marqué sur le fronton du Panthéon, qui est ce monument où sont inhumés les grands hommes qui ont apporté à la patrie française sa gloire et sa grandeur. Il y a très peu de femmes, je crois qu'il y a 7% de femmes dans ce mausolée. Et donc le collectif Les Monumentales, dont font partie les 2 urbanistes dont je vous parlais tout à l'heure, Chris Blache et Pascal Lapalu, a été chargé par la mairie de Paris de repenser cette place d'une façon plus inclusive. Et en fait, c'est vraiment un laboratoire très intéressant ce qu'elles ont réussi à mettre en place là, parce qu'effectivement, il est question de représentation. Et le premier constat qu'elles ont fait, c'est comment une femme peut se sentir à l'aise sur la place des grands hommes, en fait, tout simplement. Donc un des gestes qui a été accompli, ça a été de graver dans le sol et dans différents endroits de la place des noms de grandes femmes. Donc il y a une sélection, je ne sais plus combien, mais des dizaines et des dizaines de noms de femmes chercheuses, artistes, mais aussi d'anonymes. Elles ont aussi voulu mettre les noms de femmes victimes de féminicide ou
de femmes migrantes mortes dans la Méditerranée, pour essayer vraiment d'incarner aussi l'universalité des femmes et de ne pas toujours parler toujours des mêmes. Donc il y a eu d'abord ce geste de représentation qui a été fait. Et ensuite, il y a eu tout un travail de réflexion sur le mobilier urbain. Et c'est vraiment intéressant parce qu'elles se sont rendues compte, en fait, d'ailleurs, il y a beaucoup d'urbanistes du genre, il me semble d'ailleurs qu'Yves Rimbaud fait partie des premiers qui l'ont dit, que les femmes, en fait, sont plus chargées dans l'espace public. Les femmes sont plus souvent en charge du care dans la société, je le déplore, hein, mais c'est le cas. Elles sont plus souvent en train de pousser une poussette avec un enfant ou d'accompagner une personne âgée ou d'avoir un fauteuil roulant ou alors d'avoir un chariot avec des commissions, d'avoir pas mal de cabas. Donc la simple largeur des trottoirs et la largeur des équipements des mobiliers urbains peuvent être en fait très dissuasifs inconsciemment. Ça renvoie à l'idée, je ne suis pas censée stationner là, je ne suis pas censée m'asseoir là. Donc ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont remplacé un endroit où il y avait un parking en fait par une grande estrade de bois très simple, très modulable avec des grandes assises et elles ont fait le test en fait de voir qui allait s'installer sur ces estrades. Et très rapidement, elles ont observé que cette estrade renvoyait aux femmes qui passaient, notamment aux femmes, hein, pas que évidemment, l'idée qu'elles étaient les bienvenues. Et très rapidement, on a vu des femmes s'installer avec des enfants parce qu'il y avait l'espace de poser un bébé, d'installer un pique-nique, de poser un goûter. Il y avait l'espace d'avoir 2 poussettes côte à côte, d'avoir un enfant qui court devant. Il y avait l'espace de s'allonger pour se faire bronzer, pour lire. Elles ont vu des étudiantes petit à petit s'approprier la place. Et ça a profondément modifié les comportements. Et elles ont pu observer au bout d'un an que la simple présence de cette estrade de bois qui impliquait le stationnement de plus de femmes avait modifié aussi le comportement des femmes qui passaient. Les passantes pressaient moins le pas. Il y avait un sentiment d'insécurité qui s'était complètement dilué. Et ça renvoyait aussi aux hommes qui passaient le sentiment qu'ils étaient dans le devoir de respecter les femmes qui étaient installées là, qu'il était hors de question d'aller embêter cette grand-mère avec sa petite fille ou cette jeune femme qui lisait son bouquin. Et ça a tout simplement vraiment profondément changé la façon dont les gens se comportaient sur cette place. Donc je pense que ce genre d'expérimentation, malheureusement, ça reste des lieux, des petites bulles où ça se produit. Mais on voit que ça peut vraiment changer les choses. Et la deuxième chose qui me venait à l'esprit en écoutant Yves quand il parlait des armes, et ça rebondit aussi sur les manifestations qu'évoquait Catel, c'est cette pratique des collages féministes. Je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'en Suisse, mais je suis assez sûre que j'en ai entendu parler à Lausanne ou à Genève. Voilà, c'est des personnes féministes, femmes ou personnes non binaires, qui vont dans l'espace public la nuit coller des messages militants sur les murs des villes. Et ça, je trouve qu'en termes de symbolique, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement puissant parce qu'il y a un double mouvement en fait de réappropriation, de rélégitimation de leur présence dans l'espace public, surtout la nuit, à un endroit où elles sont censées être plus en danger. Et puis il y a aussi l'imposition dans l'espace visuel de mots, de contenus, de théories qui sont aussi très fortement invisibilisés dans les médias. Donc voilà, je trouve que ça c'est une belle arme et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se répand très rapidement. Aujourd'hui, il y a des milliers de féministes de tous âges qui s'en saisissent, surtout les plus jeunes. Et je pense que ça fait aussi bien bouger les lignes. Il y a deux choses importantes dans ce que tu viens de dire, en plus de l'importance du propos. Je pense que c'est la question des échelles d'intervention. Moi, je suis assez séduit par tout ce qui se fait de manière très minimale, à hauteur de rue, sur des détails, sur des micro-interventions. Là, finalement, où on doit être un peu curieux, où on doit être un peu sollicité, on doit être un peu intrigué, mais aussi là où se passe le quotidien. Donc ça, c'est un des champs de bataille qui sont généralement sous-estimés, mais qui doit avoir son importance au même niveau que les grandes questions de planification, des grands projets ou des choses comme ça. Et la question des plaques des noms de rue, je trouve qu'elle porte très fort cette question du symbolique. Je pense qu'il y a une action très pratique, une action très matérielle à porter, mais l'action symbolique, elle
elle est extrêmement importante parce que finalement, on est aussi constitué de ça, hein, de nos rapports aux icônes, de nos rapports aux idoles, de nos rapports aux symboles, en l'occurrence. Et puis, je crois que la déconstruction, en fait, de ces dominations ou de cette mainmise d'un certain public sur l'entier des espaces publics, ça passe aussi par ce combat-là. Et, moi, je connais aussi ce qui a été fait sur aussi les graphes, tout le travail des graffeurs, des taggeurs, tout le travail qui est fait aussi de commentaires, hein, qui est apposé sur les murs. Je trouve extrêmement efficace. Et dans les cas aussi de dénonciation d'actes méprisables, je pense que le recours, le mur est souvent vu comme un obstacle, hein, à la circulation. C'est aussi un support au message. Et au quotidien, c'est assez efficace. Donc, une arme peut être aussi la bombe aérosol pour taguer des messages. On le voit aussi, ces messages qui subsistent au passage des manifestants, une fois qu'ils ont été déguerpis plus ou moins violemment et courtoisement par les forces de l'ordre. Ces messages qui restent, je trouve, toujours assez forts. Ces traces-là, elles sont assez efficaces. C'est une communication qui survit à leurs communicants. Et c'est un passage de témoin qui est souvent assez beau aussi, qui reste politique. Tout est politique, en fait. Je trouve que dans la ville, de toute façon, j'ai l'impression qu'on ne peut pas dissocier ces deux notions. Moi, je pourrais rebondir aussi sur cette idée de symbolique, d'aménagement, avec cette idée d'envoyer un message. C'est clair que tout ce qu'on fait dans l'espace public envoie un message aux usagers potentiels, usagères potentielles. Et puis, le risque, la dérive que je vois actuellement, c'est de se dire, OK, on s'intéresse à ces usagers de l'espace public, aux usagers de la ville, aux habitants, habitantes de la ville. Et puis, pour leur montrer qu'on les prend en compte, on va leur envoyer un message, on va prévoir un aménagement pour eux. Typiquement, je reparle de la place de la Riponne parce qu'on travaille beaucoup sur la place de la Riponne. En ce moment, on mène la démarche participative autour du réaménagement de cette grande place avec le collectif Urbs. Et on a été amené à interroger la présence des marginaux. Alors, les marginaux, c'est un très beau mot pour désigner les personnes toxicomanes, majoritairement, qui occupent une petite partie de la place de la Riponne. Et la ville de Lausanne a aménagé ici une petite tente. Donc, ils ont une petite tente. Donc, on leur envoie un message. Vous êtes les bienvenus là. Ils ont même le Wi-Fi gratuit à disposition. D'un côté, certaines personnes peuvent penser que c'est très bien. D'autres, ça leur fait peur. Finalement, il y a la présence de ces personnes dans l'espace public. Et pendant toute la démarche, la démarche participative qu'on a menée, la ville de Lausanne a décidé de mettre en face de cette tente une aire de jeu qui est mobile, qui se déplace sur tous les espaces publics de la ville. Et puis, ils ont confronté finalement ces deux publics. Première réaction, c'est les marginaux se sont sentis un peu attaqués. En fait, finalement, est-ce que le message, c'est on ne veut plus de nous, on nous chasse parce que on va faire peur. C'est clair que les parents ne vont pas être contents qu'on soit à côté de leurs enfants. Donc, ça pose la question de la juxtaposition aussi des choses et de la surdéfinition pour un public, pour un autre. Et finalement, au cours de cette petite expérimentation, on a discuté avec certaines personnes marginales qui sont là et qui disent finalement, il y a certains parents qui ne sont pas contre. Moi, j'ai joué au foot avec des enfants. Et je trouve que cette histoire, elle est assez magique parce qu'elle montre que d'un côté, on peut se dire la juxtaposition, c'est super risqué parce que les publics, ils vont être les uns à côté des autres, puis on va complètement nier l'aspect collectif de la ville.
Puis d'un autre côté, ben, il n'y avait pas de barrière visible, physique, et ils ont réussi à dépasser cette barrière. Et donc, finalement, c'est aussi comment les publics peuvent se rencontrer. Donc, je trouve qu'il y a toujours cette question de surrépondre à des publics spécifiques et d'isoler les usagers les uns des autres. Et en même temps, penser l'ensemble. Et donc, c'est l'exemple de Lorraine avec ses grands bancs en bois. Finalement, c'est un banc qui est à la fois pour les femmes, mais aussi pour d'autres personnes qui vont être là. Les enfants vont jouer dessus, la personne âgée va s'asseoir, si c'est bien pensé pour elle. Donc, c'est ça la difficulté, en fait, c'est de réussir à faire des aménagements et des équipements qui soient relativement neutres pour permettre à tous les publics d'en prendre possession, peut-être, et en même temps de répondre aux besoins spécifiques de certaines personnes et de leur envoyer ce message dont on parle avec les petites échelles de noms de rues, de panneaux, etc. Je trouve qu'il y a toujours un peu cette question d'imbrication des différents publics de la ville. Je ne sais pas si... Ouais. C'est vachement, enfin, c'est super intéressant et moi, comme tu évoquais la marginalisation de certaines personnes, il y a une thématique que je pense que vous avez tous aussi, toutes à l'esprit, c'est les personnes handicapées. Moi, quand j'ai commencé ma réflexion sur l'accessibilité de la ville aux femmes, j'ai tout de suite... je me suis dit, il faut que je me saisisse de la première thématique la plus importante, c'est les femmes handicapées, bon, en l'occurrence les personnes handicapées. S'il y a une catégorie de personnes à qui cette accessibilité, cette liberté dans l'espace public est déniée, ce sont bien les personnes handicapées. Je ne sais pas quelle est la situation en Suisse, mais en France, c'est complètement catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui a été votée il y a 40 ans, qui supposément c'est illégal qu'un lieu ne soit pas accessible. Bon, il suffit de passer 3 minutes dans Paris, on se rend compte que c'est une vaste blague. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un escalier. C'est tout simplement impossible en fait de se déplacer librement dans l'espace public quand on est en fauteuil roulant ou tout simplement aveugle ou simplement handicapé. C'est 12% des personnes de la population française en réalité. Et ça, je trouve ça en fait gravissime parce que ça renvoie le message que certains citoyens, citoyennes ne sont pas aussi légitimes que d'autres en fait à avoir accès à ces lieux. Et puis aussi pour attacher à ce que disait Yves tout à l'heure, le contexte actuel assigne ces personnes à résidence encore plus que d'habitude. Je pense que l'angoisse qu'on peut tous et toutes ressentir du fait d'être enfermés chez nous et de ne pas pouvoir librement circuler ne fait que se rapprocher un tout petit peu de celle des personnes handicapées en ce moment, qui non seulement n'ont pas l'accès, la possibilité physique d'y accéder, mais en plus ont la menace qui pèse sur leurs épaules, encore plus que sur les autres, du virus mais de tout ce qui pourrait se produire pour leur santé ou pour leur vie s'ils venaient à l'attraper. Donc voilà, je pense que c'est aussi cette notion d'inclusivité et même d'intersectionnalité, parce que c'est aussi ça, amener une réflexion sur le handicap ou sur le racisme dans une réflexion féministe, c'est une perspective intersectionnelle. Moi, c'est celle dont je me réclame, qui me semble la plus pertinente aujourd'hui en termes politiques. Et souvent, c'est quelque chose qui est un peu caricaturé, qui est un peu moqué, alors que pourtant, ça me semble fondamental. Si on commence à réfléchir en disant d'office, d'accord, mais ces personnes-là, c'est trop compliqué, c'est trop cher, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Et voilà, je trouve que cet exemple que tu as raconté, Catel, il est très, ça donne foi en l'humanité parce que, voilà, le réflexe qui pourrait être ces personnes gênent, il faut les mettre ailleurs, et évidemment le mauvais réflexe. Au contraire, c'est penser l'inclusion, penser l'imbrication qui est la bonne solution. Et d'ailleurs, les estrades du Panthéon sont pensées aussi pour être accessible aux personnes handicapées, aux fauteuils roulants, et ça change évidemment tout. Sur ce plan-là, moi, j'aimerais prolonger un autre type d'handicapés qui sont, à mon avis, aussi en mauvaise posture et puis auxquels on ne pense pas forcément en termes d'aménagement, c'est les malades psychiques, psychiatriques. Et puis sur ça, moi, je me demande justement si, puisqu'on a quand même largement un public d'architectes,
comment peut-être, alors c'est peut-être trop tôt pour ouvrir complètement le champ de la discussion, mais je pense pas. Oui, comment l'architecture, disons peut-être pour rester à un niveau plus, et l'urbanisme, pourrait participer à cette invitation à rendre les villes plus hospitalières, puisque je pense que c'est aussi de ça dont on est en train de causer, et cette invitation à participer, à vivre la ville, à qui elle est faite, par qui aujourd'hui, et l'anecdote, la place du jeu dans la ville, elle est aussi intéressante puisque les jeux sont aussi, on a parlé du skateboard, on a parlé du foot, de sports ou jeux qui sont extrêmement genrés pour le moment. Et là aussi, quoi, quelle ville pourrait être suffisamment intelligente, inventive pour en tant que collectif social, être suffisamment hospitalière pour proposer, je sais pas, des aménagements qui soient pas ni sécuritaires, ni n'apparaissent comme dangereux dans la pratique, invitent et permettent la circulation des handicapés, des chaises roulantes, mais aussi puissent permettre à l'étrangeté, à l'étranger le plus exclu aujourd'hui, hein, de tous les clandestins, ceux qui n'ont pas d'autre habitat que ces espaces publics-là et qui en sont rejetés toujours plus. Quel est un petit peu le rôle de nos métiers d'architecte et d'urbaniste? Est-ce qu'on a encore notre mot à dire dans tout ça? Je peux peut-être enchaîner. Moi, je suis assez persuadée effectivement qu'il faut rechercher cette ville accueillante, hospitalière, et qu'actuellement, la ville, elle est faite par les puissants. Et on l'a dit, elle est faite autour de cette logique d'argent. Tu parlais de commercialisation tout à l'heure, donc c'est clair que c'est une chose aussi contre laquelle on doit lutter. Puis pour ça, moi, je suis assez convaincue qu'on doit changer les processus. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui existe déjà, mais ce n'est pas non plus généralisé. Donc, d'inclure les personnes concernées dans les processus d'évolution de la ville. Quand on mène des démarches participatives, on va chercher les habitants et les habitantes, et puis on les considère comme des experts d'usage, au même titre que dans tout projet urbain, on a un expert en mobilité, on a un expert en qualité environnementale, éclairage, etc. On a ces experts d'usage qu'il faut impliquer, prendre en compte leurs perceptions, prendre en compte leurs besoins. Et là, on se heurte parfois à la réaction des architectes et urbanistes qui ne voient pas très bien comment après traiter cette matière et comment faire derrière de beaux projets. Moi, je suis assez convaincue que la participation maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est une donnée. On doit faire avec. C'est un peu comme l'écologie. C'est quelque chose qu'on doit inclure dans tous nos projets à toutes les échelles. Ça n'affaiblit absolument pas l'acte créatif derrière, ça n'affaiblit absolument pas la qualité des projets. Moi, je suis même persuadée qu'en incluant toutes ces minorités dont on parle, on va réussir à aller chercher plus loin, à innover et finalement avoir des exigences plus élevées. Moi, je suis assez persuadée que ça va amener des projets meilleurs. Et que donc c'est via ce processus qu'on doit aussi faire évoluer les choses. Après, je pourrais aussi continuer sur la nécessité d'avoir une qualité du cadre urbain, du cadre bâti, et donc d'avoir des gens qui dessinent, pensent la ville de manière collective et inclusive, mais de ne pas perdre aussi je suis convaincue de l'importance de mon métier en quelque sorte, mais je trouve vraiment très important parce que finalement, il y a ceux qui font la vie, qui sont peut-être la première, on doit prendre ça comme le premier élément de composition de la ville.
Mais derrière, pour accueillir cette vie, il y a tout le cadre bâti et le cadre urbain. Et ça, il faut quand même aussi qu'il ait une certaine qualité, une certaine identité. Il n'y a rien de pire que tous ces espaces neutres qui sont génériques, qu'on retrouve par exemple dans toutes les banlieues des villes, donc ces zones où on trouve des boîtes les unes à côté des autres, il n'y a pas de lien entre ces éléments. Et je pense qu'on doit, en tant que professionnel, s'engager pour éviter ce type d'espace et penser d'autres espaces en incluant tous les gens à qui ils sont destinés finalement. Donc voilà, c'est un peu une petite réponse à cette question que Yves posait sur comment finalement, en tant qu'architecte, est-ce qu'on a encore notre mot à dire? Je pense qu'on n'a pas un mot, on a un rôle à jouer. Et je pense évidemment que le rôle des architectes et des urbanistes est absolument fondamental. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette rencontre. Je trouve ça génial que ce genre de questions se posent dans les écoles d'architecture aujourd'hui. Après, j'ai mon petit biais militant qui me donne envie de rappeler que c'est aussi important que les pouvoirs publics, enfin les personnes en position de décider, en l'occurrence les maires et mairesses des villes, soient sensibilisées à ces questions. Il n'y a pas de projet d'urbanisme inclusif ou féministe s'il n'y a pas à la tête de la ville une personne dirigeante qui a la capacité de se poser ces questions-là, qui se les pose sincèrement et qui a envie d'y remédier. Or, en tout cas en France, 84% des maires sont des hommes. En termes de diversité, on est vraiment au degré absolument zéro de la représentation. Voilà, je sais que les urbanistes féministes me racontent souvent qu'il est absolument impossible de faire entendre un maire, très compliqué de faire entendre un maire d'une ville moyenne qu'élargir les trottoirs, ce serait bien en fait pour ses habitants, pour ses citoyennes. Il préférera toujours construire un skatepark ou un terrain de basket. Il doit toujours trouver plus d'intérêt. Voilà. Et cette histoire de représentation, en fait, me rappelle l'importance du point de vue situé, qui est une notion en sociologie qui me semble vraiment, vraiment très importante, quoi. Plus on multipliera les points de vue situés, meilleure sera notre vision, plus juste sera notre vision de l'occupation de l'espace public. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est important qu'il y ait de la parité, qu'il y ait de la diversité. Lors des dernières élections municipales en France, il y a eu énormément de femmes, notamment issues des partis écologistes qui ont été élues dans des grosses villes de France, notamment à Strasbourg. Ça me donne énormément d'espoir parce qu'on voit qu'il y a tout de suite en fait des comportements qui se modifient. Alors voilà, je ne tombe pas dans l'essentialisme, hein. Toutes les femmes ne sont pas féministes, toutes les femmes ne sont pas écolos, mais il y a quand même des chances pour qu'une femme mairesse ait été plus souvent confrontée aux problématiques que rencontrent les femmes dans son existence et qu'elle soit donc du coup plus sensible aux moyens d'y remédier. Voilà, il y a une thématique qui n'a pas été abordée, que je voudrais juste la glisser. Moi, ça me préoccupe beaucoup et j'espère vraiment heurter personne en soulevant ça ici, mais il y a quand même une forme de persécution sexiste qui se produit avec de plus en plus de force en France, qui touche les femmes musulmanes qui portent un voile dans l'espace public. Ça relève vraiment d'une forme de racisme élémentaire. Voilà, on n'a pas à exprimer d'opinion en fait sur la façon dont les personnes pratiquent leur religion et je trouve ça vraiment quand on lit en fait les récits, je pense notamment au travail d'une sociologue qui s'appelle Hanan Karimi, que j'ai interviewée et qui s'est intéressée à la façon dont les femmes musulmanes peuvent en fait évoluer dans l'espace public. On se rend compte que être une femme musulmane voilée aujourd'hui dans la ville en France, ça veut dire être insultée en fait du matin au soir, voire pire, agressée physiquement. Ça c'est une entrave intolérable en fait à la circulation dans l'espace public. Donc c'est aussi important d'avoir, je pense encore une fois, au pouvoir des personnes qui ont conscience de ces problématiques racistes, qui ont vraiment à cœur de permettre la circulation de tous et toutes. Et voilà, et c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe énormément en ce moment. Et malheureusement, les derniers signaux émanant des gouvernements en France ne vont pas dans le bon sens. Alors, dans ce sujet-là, on a une première question de Tara. Donc, je ne sais pas si Tara, tu veux prendre la parole pour ta question.
Si je peux. Vous Oui. m'entendez? Ah, trop bien. En fait, je commence par me présenter brièvement. Je suis irano-musulmane, je suis née d'un père juif, français. Du côté de mon père, c'était l'Algérie française, donc j'ai quand même baigné dans une question multiculturelle, assez intense. Et en fait, je trouvais que la question de départ, qui suis-je, elle est forte parce que en fait, oui, qui suis-je? Mais qui suis-je? Je me suis longuement posé la question de qui suis-je en tant que femme, orientale dans une culture occidentale. Je suis née à Genève, j'ai grandi dans un système suisse, occidental et en fait, dans tout ce dont on parle, il y a aussi cette question, de privilège, en fin de compte. Qu'est-ce que je dis à mes sœurs? Je suis photographe, j'ai fini l'école, j'ai voulu amener, un message, à travers mon travail de diplôme qui tendait en fait à, un peu aller au-delà de cette question, privilégiée, de la question philosophique, trop philanthropique, qui en fait enfermait, mon public dans une question, très privilégiée, qui avait seulement accès à ces questions-là. Et je voulais, trouver une nouvelle, façon d'exprimer, de montrer des images, un nouveau médium, utiliser l'iPhone, rentrer dans une communication plus directe, plus vaste. Et dans tout ce qu'on dit aussi jusque-là, qui est hyper intéressant parce que là, c'est mon moi occidental qui se rattache à ça et qui l'entend. Mais quand j'ai envie de parler, si j'ai envie de parler de ça à mes sœurs, si je puis dire, à mes consoeurs, à mes confrères, qui sont dans des débats qui sont bien plus éloignés de ça, comment est-ce que je les intègre à ça? Comment est-ce que je fais évoluer l'espace? Comment est-ce que je viens avec mes grandes paroles, ma science, ma culture, mon accès à des gens à qui on a donné le droit d'habiter aussi ici. C'est pas des gens qui sont, je parle pas des gens qui sont dans des situations uniquement précaires, mais il y a des gens, des enfants d'expatriés qui ont grandi avec d'autres valeurs, d'autres idées, d'autres aspirations à. Et qu'est-ce que je fais de ça? Comment je les intègre à ma question de, en tant que femme blanche, sur un trottoir avec ma poussette? Comment est-ce que justement cette question de la moi, la première question sur laquelle je me battais avec ma mère, c'était juste d'avoir le droit d'exister dans la rue, heu, une fois le soleil couché. C'était même pas la tenue, c'était secondaire. C'était juste d'avoir le droit. Non, une femme, elle se montre pas dans la rue seule, elle se montre pas dans la rue le soir. Mais pourtant, je suis née en Suisse, j'ai une culture, comme je vous ai dit, je suis allée à l'école, en Suisse, je parle couramment français, je parle aussi le farsi, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans l'entre-deux. Il y a autant l'extrême de la personne qui est pas intégrée, mais qu'est-ce qu'on fait de la personne qui est mixed race, qui est entre les 2, qui a envie aussi de se sentir chez soi, mais qui se sent jamais réellement chez soi? Moi, mon histoire, elle est ici, mais elle est aussi ailleurs, dans un autre continent, sur un autre combat. Et comment est-ce que j'intègre, des femmes qui vont être dans la même situation que moi à cette question-là? Et en fait, c'est pas, une attaque ou quoi, c'est une question, je sais, un peu controversée et puis ça pourrait être, 3 heures de débat en plus, maintenant là-dessus parce que moi, je me rends compte que dans le débat féministe dans lequel je suis, il y a tout qui se mélange. La question de la femme qui parle au nom d'eux, de la femme voilée, machin, on veut les libérer, mais ouais, mais nous, on n'a peut-être pas envie d'être libérés. On a juste envie d'avoir le droit d'exister voilés sur un trottoir sans avoir à ce qu'on nous oblige à nous dévoiler. Et est-ce qu'on n'est pas en train de pousser dans cette culture de l'architecture, de l'urbanisme, où on dévoile tout, on met tout au même pied, enfin, Mhm. je trouve ça assez, ouais, c'est assez complexe. Enfin, je pense que c'est aussi peut-être sur la fin, peut-être aussi ouvrir la parole sur cette question de la race qu'on évince en fait depuis le début, malheureusement. Voilà. Alors, moi, je vais plutôt peut-être laisser les autres sur la question de la race et tout, mais par rapport à l'espace public, moi, tout ce que tu dis, ça me fait penser, l'espace public, on a envie que tout le monde y soit, mais c'est clair qu'on ne va pas forcer, c'est ce qu'on disait les gens, hein, on ne va pas forcer les gens à venir dans l'espace public. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé depuis le début non plus, c'est l'imbrication des échelles. La ville, ce n'est pas que les espaces publics de représentation, il y a toute cette imbrication d'échelles qui part du privé à l'extrême public. Puis entre les deux, il y a tout un panel que moi je trouve très riche et très intéressant et souvent sous-exploité. Et c'est cette idée des communs, des collectifs. Il y a
ouais, il y a tous ces espaces dont on a besoin pour faire un groupe, pour faire partie d'un collectif, pour se retrouver. Et puis, ben, je trouve que la ville doit aussi permettre à ces espaces d'exister. Et puis la question, c'est comment on les fait exister, comment on fait en sorte qu'ils ne se soient pas mangés par justement tout cet urbanisme de représentation, de commercialisation à l'extrême. Et ça, je trouve qu'il y a une bataille, il y a clairement quelque chose que les architectes doivent aussi défendre et les urbanistes dans leur façon de faire la ville, cette pensée, cet entre-deux, cette échelle, et de qualifier ces espaces aussi. Et donc, cette imbrication, c'est une imbrication d'espace, c'est une imbrication d'identité. Et puis, ça doit laisser la place à tout individu de choisir à quel groupe il appartient, à quel groupe il a envie de faire partie, dans quel groupe il a envie de faire partie en fait. Est-ce que je suis bien mieux chez moi finalement et ma sphère privée me suffit, mais est-ce que j'ai envie de me confronter enfin pas de me confronter, est-ce que j'ai envie de partager des choses avec un collectif que je choisis, ou est-ce que j'ai envie d'aller aussi me confronter à d'autres gens et à rencontrer, et je trouve que ça doit être un choix aussi individuel que la ville doit permettre. C'est une petite réponse que je pense qu'il ne faut pas oublier cette échelle, et je crois en le pouvoir du collectif, parce que le collectif, il va se forger dans un environnement, comme je disais tout à l'heure, cette recherche avec le skatepark, mais le collectif, il peut venir d'initiatives privées. On forme un collectif, on prend confiance, on a envie, et puis peut-être qu'à un moment donné, le collectif, il va sortir. Puis il va sortir sur le trottoir et il va assumer, oui, je suis sur le trottoir, je suis voilée, mais en fait, peut-être qu'à plusieurs, on est plus fort au début. Et puis, petit à petit, je vais aussi y aller tout seul, je ne sais pas. Après, c'est très facile pour moi de parler de ça parce que je suis blanche et j'ai grandi en Suisse d'une famille aisée, donc dans ma vie, je n'ai pas été confrontée non plus à ces questionnements. Mais ça enrichit, moi, personnellement, ça m'enrichit beaucoup. De rencontrer et de questionner ces thématiques. Je reviendrai volontiers sur cette question-là que Tara a amenée. Je ne sais pas si la formulation de la race, mais ça m'amène à penser ces questions-là d'un point de vue intersectionnel, hein, comment on a pu le formuler. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est le croisement des échelles, mais aussi le croisement de cette question politique, de l'intersection du genre, des classes et de la race, hein, puisque c'est comme ça que, par exemple, Colette Guillaume utilise le terme et amène cette question-là. Et si on la relie à la question des espaces publics, je pense qu'il y a un gros problème, c'est la normalisation de ces espaces publics. Et quel type d'individus ces espaces dits publics, parce qu'ils autorisent ou légitiment le parcours ou la traversée que d'un certain nombre de publics ou d'un certain nombre d'individus et pas les autres, ils fabriquent aussi une société qui va dévisager. Hein. C'est Jean Cocteau qui disait il faudrait arrêter de dévisager les gens qui nous font peur, il faut commencer à les envisager. Et c'est aussi ça qui doit se passer dans un espace public. Et ça se passe aussi avec les plus pauvres qui sont de moins en moins légitimés. Ce que tu disais, Catel, sur les centres et les périphéries, pour moi, je l'inverse complètement. Moi, je suis beaucoup plus effrayé par la normalisation des centres-villes piétons qu'on revoit partout, quoi, avec les mêmes petites bornes lumineuses, c'est cette paration, etc. Il y a une piste pour les enfants, il y a une piste pour les vieux, il y a une piste pour tout le monde, il y a les pistes vélo, il y a les pistes vélo électriques maintenant, etc. quoi. Et puis, pour moi, c'est une remise à l'ordre de tout ce qu'on est de manière plus complexe. Et la question de la race et de la présence des femmes voilées, par exemple,
dans l'espace public, je pense elle est cruciale. Elle est cruciale parce que on n'a pas dans nos sociétés occidentales, en tout cas pas en Suisse, je pense qu'en France non plus, euh, trouver dans quelle piste mettre la femme voilée. Dans la piste des femmes, dans la piste des musulmanes, dans la piste religieuse, dans la piste ethnique. Et puis, je pense qu'à partir de là, on peut quand même se poser des questions sur notre capacité collective à accueillir. Hein. Je pense qu'on est en pleine régression par rapport à ce que pouvait être la ville il y a un siècle, la grande ville, où l'étranger était la première richesse d'une ville. Il fallait qu'il vienne, c'est comme ça que l'urbanité était vue. Hein. C'était les brassages, une ville qui aurait attiré personne de l'étranger était une ville sans intérêt. J'aurais pas envie d'y habiter. Lausanne est devenue aujourd'hui, pour moi, pour ces raisons-là, une ville qui perd chaque jour plus d'intérêt. Elle est de plus en plus normalisée. Et puis le rôle le choix les modalités sur lesquelles on fabrique de l'espace public qui n'est pas public, qui est clinquant, qui est propre, qui est nettoyé, dont les gens sont exclus à 6 heures du soir quand il fait nuit. Parce qu'il ne faut pas faire tâche. Voilà, c'est un grave problème. Et cette question de la race, comme la question de la pauvreté, quelle est la place des pauvres aujourd'hui dans une ville comme Lausanne, dans une ville riche comme Lausanne? Je me pose la question. Ça fait plaisir d'entendre citer Colette Guillaumin sur cette notion d'intersection entre race, classe, genre. Moi, simplement, en vous écoutant parler et en écoutant ta question aussi, Tara, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est je me suis rappelé en fait que voilà, on en a vécu, alors je pense que vous avez plus ou moins vécu la même chose en Suisse, mais voilà, une période de confinement entre mars et mai, juin, voilà, en France. Juste avant le confinement, il y avait des énormes manifestations féministes qui avaient lieu. Voilà, la manif du 8 mars, c'était absolument extraordinaire. Et puis on était confinés le 15, c'était pas de bol. On était à 2 doigts de faire tomber le patriarcat et puis boum, on nous a confinés chez nous. Et puis juste après le confinement, il y a eu ces grandes manifestations antiracistes qui ont lieu début juin dans le sillage de la mort de George Floyd aux États-Unis. Ça a été repris en France, notamment par le comité Adama, par Assa Traoré, qui lutte depuis plusieurs années pour que justice soit rendue pour la mort de son frère qui est mort après une interpellation. Et j'ai eu l'impression, visuellement, j'avais vraiment l'impression que les manifestations féministes qui étaient rentrées dans le confinement étaient ressorties, comme si la colère s'était canalisée et était ressortie sous forme de lutte antiraciste, tellement pour moi le lien était évident et tellement pour moi les problématiques étaient proches en fait. Et j'arrive même plus à désimbriquer dans mon esprit la réflexion féministe et la réflexion antiraciste. Je trouve que tout ce qui se produit pendant la crise sanitaire, finalement, ça touche en particulier les femmes et les corps racisés, qu'il s'agisse d'assignation à résidence ou de tâches de care ou de travail en première ligne ou même de contact avec la maladie. On voit vraiment que ces catégories-là sont plus impactées, et évidemment aussi par la crise économique, par la précarité, par le chômage, etc. Et tout ça pour dire qu'il est absolument impossible pour moi de penser les choses différemment. Et on voit très bien que toute la lutte antiraciste aujourd'hui, finalement, c'est aussi une lutte pour la libre circulation dans l'espace public. Parce que tous ces jeunes hommes racisés qui sont victimes de violences policières, parfois même en meurent, sont en fait des personnes qui sont surcontrôlées dans l'espace public. Ce sont des personnes à qui on demande les papiers d'identité 10 fois, 15 fois, 20 fois par jour, et à qui aussi on dénie la capacité d'évoluer librement dans la ville. Donc voilà, pour moi, le lien, en fait, il est tellement fort que je ne sais plus bien comment le distinguer, et je trouve que c'est
Enfin, c'est vraiment très important et merci d'avoir rappelé ça, Tara, de toujours penser cette question du racisme en imbrication avec le reste parce que c'est central et c'est important pour construire cette ville dont on a l'air de tous et toutes rêver, une ville où tout le monde serait ensemble, quoi. Merci pour vos réponses. Peut-être pour ça, pour avoir un message un peu d'encouragement aussi qui prend la suite de ce que tu viens de dire, Lorraine, c'est cette idée, en fait, en tant qu'architecte, on peut pas, architecte, urbaniste, on peut pas tout résoudre non plus. Par contre, il faut des gens qui ont des valeurs, qui sont engagés et des gens de tout type, de toutes les identités et qui existent. Et il en faut partout, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Lorraine aussi, qu'il faut que tout le monde soit représenté dans ceux qui décident. C'est valable pour la ville. Je trouve qu'il faut vraiment s'infiltrer partout où les choses sont décidées, où la ville se fait, pour pouvoir faire évoluer les choses aussi. Donc, voilà, c'est peut-être un message aussi aux étudiants qui nous écoutent. Moi, je suis assez convaincue qu'il faut beaucoup plus d'architectes et d'urbanistes engagés et qui l'assument, qu'ils font une ville et pensent notre métier de manière engagée pour tous, pour tout le monde. Et que ce soit un message clair, en fait, aussi, qu'on renvoie en tant que professionnel. Je trouve que c'est tellement rare, en fait, que j'ai vraiment envie que ça se répande plus largement. Moi, je vais profiter de ce petit blanc juste parce que malheureusement, je vais devoir m'en aller, mais je voudrais vraiment vous remercier pour cette conversation. C'était super intéressant, super enrichissant. Merci beaucoup pour l'invitation et pour vos interventions. À bientôt. À bientôt. Du coup, pour les autres, n'hésitez pas si vous avez des questions ou vous voulez interagir avec ce qui a été dit. Vous pouvez unmuter et réagir. Peut-être, moi, je peux reprendre. On parle de tout cet engagement, mais il y a aussi quelque chose que l'architecte ou l'urbaniste ne peut pas faire, c'est résoudre tous les problèmes de la société. Ça, j'en suis aussi... j'ai l'impression, en tout cas, qu'on ne va pas réussir à faire changer la société et que il faut aussi en avoir conscience pour ne pas se présenter aussi comme celui ou celle qui cherche à tout résoudre et qu'à côté de nos professions, on peut mener un engagement politique pour mener des luttes et faire évoluer les problèmes d'inégalité dont on parle. Peut-être on attend des questions ou peut-être pour les sujets. Moi, je pense que dans votre feuillet apparaissait la question du droit à la ville. Hein. Il y a référence à David Harvey, à Lefebvre, etc. Cette question du droit à la ville, moi, je la transformerais en termes de justice sociale. Et là, il me semble que l'architecte, sur des questions de spatialité, il a des responsabilités. Ça veut dire qu'il a aussi, une marge de manœuvre. Et je pense qu'on peut faire de l'architecture, politiquement ou non. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver à tout transformer, mais je pense que les intentions de départ, elles sont déterminantes. Ce que tu viens de dire, Katel, je pense, je le traduis comme ça, c'est qu'on peut ne pas être en condition, hein, d'où on part, hein, de ne pas avoir le pouvoir de produire une architecture politique. Par contre, on peut toujours penser le design architectural, y compris politiquement. Et ça veut dire qui est notre vrai client quand on est architecte. Alors, il faut gagner sa vie, c'est un métier, etc. Mais je pense qu'il y a un engagement aussi qui est important à faire, parce que la ville est aujourd'hui confiée quand même à un certain nombre de professionnels qui la fabriquent. Et s'il n'y a pas la conscience que
que toute science est une science politique, l'architecture et l'urbanisme aussi, effectivement, les choses ne vont pas changer. Et, et si on revient sur cette question du droit, du droit à la ville, c'est devenu un espèce de label générique comme ça, qui est aussi, qui doit être déconstruit, quoi. Qui a droit à la ville dans le droit à la ville? Et qui a droit au centre-ville? Mais inversement, qui a droit à la périphérie, quoi, des villes? Qui a droit au périurbain, quoi. Voilà, quoi. Si ça suscite peut-être aussi... enfin bon, c'est des discussions qu'on a par ailleurs, hein, et moi, plus je deviens vieux, plus je pense que la vraie question de la formation de l'architecte, elle est là. Le reste, ça s'apprend. Il y a des logiciels, il y a des choses comme ça. Mais si on n'a pas une vraie entrée, on n'est pas persuadé justement que les matérialités sont politiques, que les spatialités sont politiques, que les circulations, que les pistes cyclables sont politiques, dans un sens ou dans l'autre, je pense qu'on va au-devant de problèmes qui vont aller en s'aggravant, en termes de fragmentation et de division sociale. Parce qu'elle sera toujours renforcée par des divisions spatiales. Je suis assez aussi convaincue de cette conscience politique et sociale qui est nécessaire en tant que praticien de l'architecture, de l'urbanisme. Et que c'est quelque chose, personnellement, c'est un work in progress, c'est pas quelque chose qui est arrivé d'un coup non plus. Et c'est aussi ça qui est très riche. C'est en m'intéressant à l'urbanisme, à la ville, que grandit ma conscience politique et sociale de l'espace. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très riche et ça s'enrichit mutuellement, en fait. C'est un peu un aller-retour permanent. Et en parallèle de ça, si je reviens un peu à ce qu'on fait à Ville en Tête, c'est aussi quelque chose qu'on doit partager et qu'on doit transmettre et peut-être vulgariser pour le rendre accessible au plus grand nombre. Parce que une fois qu'on a conscience de ces sciences, en fait, que de l'histoire de l'architecture, de la théorie de l'architecture et de la ville, et finalement, on peut aussi avoir envie de s'approprier et de s'impliquer dans le développement des espaces dans lesquels on vit. C'est une autre de mes convictions que je partage avec ceux de l'association. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y en a une qui apparaît dans le... Je ne sais pas si tu veux prendre la parole ou si tu veux qu'on dise ta question. Ah, il n'a pas de micro. Alors, je vais la lire. Est-ce qu'il s'agit de légiférer quand on parle d'accès ou de droit à la ville? Et comment garantir la diversité dont chacun des intervenants parle? Et est-ce qu'on ne doit pas parler des politisations des individus architectes, car le développement des projets d'architecture engagés peut se heurter à une armature législative rigide? Je vais rebondir. Est-ce que les membres de l'atelier, qu'est-ce que le comité visible désormais moi, je serais intéressé de... Peut-être une porte d'entrée. Éditorial, ouais. Pardon. Une porte d'entrée, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que finalement, on est tous des individus et on doit construire notre conscience politique, sociale, de manière peut-être individuelle ou collective. Et après, on doit trouver comment injecter ça dans notre pratique.
et comment ça se heurte pas à l'armature législative, comme tu le poses la question, c'est assez compliqué, c'est clair. Et là, je pense qu'on peut aussi s'appuyer sur le fait d'avoir confiance en nos pairs qui vont infiltrer le système et qu'en face de nous, on va se retrouver avec des gens qui partagent aussi des ambitions pour faire évoluer l'espace public. Après, je pense aussi que c'est toute l'expérience des coopératives. C'est aussi, tu posais, Yves, la question qui est notre client. Dans le cas des coopératives d'habitation, il y a plein de choses très belles qui émergent et qui créent cet entre-deux dont je parlais, cet entre-deux collectif qui peut composer des espaces publics accessibles à tous et aussi aux membres de la coopérative. Il y a des beaux exemples à Zurich, notamment Kijkbreite. C'est des logements collectifs et finalement, ils ont généré aussi cet entre-deux qui, pour moi, est assez riche. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu, mais... Et ça c'est un point important, là, parce que sur la question qui est posée sur l'individu architecte, je pense qu'il faut vraiment dépasser cet individualisme, hein, puisque c'est aussi quand même le gros problème de la formation, c'est la notion d'auteur. On devient des auteurs de projets, on devient des auteurs d'objets. Et la grande difficulté, je pense, c'est de créer cette architecture collective à partir d'architectes et d'architectes qui arrivent à faire une proposition collective. C'est ça l'enjeu. Je pense que si on en reste à des carrières individuelles, on va encourager en fait la vision de l'architecte comme petit entrepreneur, comme métier libéral. Et on va reproduire le problème, quoi. Mais je vois qu'il y a un commentaire à faire de par Lucie. Bonsoir. Salut Catel. Salut. Merci pour ces échanges. Non, je me disais juste cette question sur... j'ai eu plusieurs... Évidemment, ça m'a suggéré plein d'idées. La première, c'était... je suis en train de lire James Baldwin. Je ne sais pas si vous connaissez ce formidable philosophe afro-américain qui disait que dans son expérience par rapport à la question sur la race, en fait, il n'avait pas de conscience de sa couleur enfant, puis qu'il a pris conscience de sa couleur en sortant de chez lui et en se confrontant aux règles de ségrégation raciale. Donc vraiment la puissance de l'espace public par rapport à ça, je trouvais assez fort. Et un deuxième commentaire qui me venait, au questionnement, c'était en fait, on a parlé tout à l'heure de point de vue situé, puis cette capacité, cette hyper difficulté très très grande de se remettre en question aussi quand on a des idées et puis qu'on est tout d'un coup confronté à d'autres usages ou d'autres perspectives sur peut-être l'idée qu'on aurait prévue sur un aménagement, sur un projet ou sur n'importe quoi. Moi, je ne suis pas architecte, hein, donc je parle d'autres types de projets. Et je trouve que cette capacité à remettre en question en fait ces points de vue, ces manières de percevoir les choses, à se décentrer en fait, c'est une immense capacité qu'on doit apprendre, je pense, dans ces processus participatifs. Et puis sur la question que je trouve assez rigolote de se heurter à une armature législative rigide, en fait, je me demande si c'est pas justement ça le côté politique en fait. C'est de s'y frotter à cette armature institutionnelle, hein, et puis d'essayer d'ouvrir c'est difficile, mais dans cette rigidité institutionnelle, en fait, des espaces, des fois c'est des tout petits espaces, hein, mais qui finalement peut-être font presque un peu jurisprudence, si on peut dire, mais pas en ouvrant, en se frottant à cette rigidité, puis en la questionnant. Voilà, peut-être que c'est ça aussi un côté politique, c'est de faire bouger les cases de cette manière-là. Voilà. De trouver les failles.
Oui, exactement. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Ouais, Kim, tu veux prendre le micro? Ou pas? Oui, je peux. Bonjour. Donc très vite fait, j'ai fait mon bachelor à l'EPFL et maintenant je suis en master à Zurich. Et je fais mon travail de master justement sur une question liée au genre et au féminisme, avec Manon aussi qui est ici parmi nous. Et on se posait on voit que quand on présente nos projets, on nous dit souvent que c'est un peu trop utopique. On passe un peu... j'ai vraiment l'impression de pas être hyper prise au sérieux. C'est un peu c'est un peu les petites filles qui font un petit truc mignon pour les femmes et puis tout le monde trouve ça très bien et puis voilà. Et du coup, je me demandais si peut-être vous pouviez commenter ça et si peut-être vous aviez quelques conseils qu'a-t-elle comme... Enfin voilà, je connaissais pas votre travail avant, mais j'ai l'impression que vous devez avoir pas mal d'expérience à ce niveau-là. Voilà. Et aussi, salutations à tout le monde. Je suis hyper heureuse de voir tous ces visages lausannois. Et merci à tous. Voilà. Alors, merci pour la question. Je n'ai pas tant que ça d'expérience sur ces sujets-là et je ne me suis pas non plus frottée beaucoup à ces questions. Finalement, on répond beaucoup à des demandes. Donc, finalement, quand on mène une démarche participative, c'est presque déjà gagné, on va dire, puisqu'on est mandaté pour ça. Donc, dans ce cadre-là, je n'ai pas rencontré beaucoup de réticences. Peut-être quand même une anecdote par rapport à la question du genre. C'est quand même une question qui est largement acceptée, même au sein des services des communes, j'ai l'impression. Quand on parle d'espace public, on va parler de la présence des femmes quand même quelque part. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui gagne du terrain. Il y a des études récemment qui sont sorties l'année dernière ou l'année d'avant, je crois, sur Genève, sur les préaux scolaires, qui analysait l'occupation de l'espace par les petites filles et par les petits garçons. Donc, la question du genre était un thème d'analyse de ces espaces qui sont des espaces publics. On l'oublie trop souvent. Et la question du genre dans le cadre des projets d'étudiants, j'ai envie de dire qu'il faut qu'il y ait plus de femmes qui s'infiltrent dans le milieu de l'enseignement ou plus d'hommes féministes, je ne sais pas, parce que c'est quand même assez dingue de se dire que ce n'est pas une question Enfin, moi, je suis assez choquée de ce que tu dis. Il y en a, et il y a notamment à l'ETH à Zurich de nombreuses, elles ne sont peut-être pas assez nombreuses encore, mais il y a des enseignantes, des assistantes qui ont monté un collectif, notamment mené par Charlotte Malterbart et d'autres dont je n'ai pas retenu le nom, mais qui essayent justement d'instaurer un système d'égalité au sein de l'école. Et ça, c'est des batailles que je trouve très, très importantes à mener parce que ça rejoint cette idée de s'infiltrer. Il faut que tout le monde soit représenté dans tous les postes qui sont décisifs. Et le poste d'enseignant est un poste décisif. On le voit avec ta question et votre vécu. Moi, je trouve ça fou parce qu'effectivement, la question du genre, c'est une question très, très importante qu'on doit traiter à l'heure actuelle. Donc voilà, j'ai pas de réponse, mais juste peut-être aller voir ce qui se passe à Zurich. Peut-être qu'on peut rebondir sur la question de Benjamin, si tu veux prendre la parole. Non, mais je crois que ma question était assez claire. C'est juste qu'on a eu beaucoup ces discussions-là et on avait émis l'hypothèse que l'architecte, au final, il devrait plus être un fonctionnaire qu'un entrepreneur. Et du coup, à quel point ça casserait la chaîne de la productivité de l'architecture. Voilà, c'était pas tout. Tu as une réponse, Yves? Je sais pas. Je ne sais pas si
si j'ai tout à fait saisi l'argumentaire, parce que peut-être que tout le monde n'avait pas lu la question. Donc, si je comprends bien, la solution est plus de règlement. Vous pouvez juste développer votre idée, parce que je pense qu'elle est C'est juste que, importante, mais la notion de bien public. voilà, c'était juste qu'il y avait une sorte une autre infiltration qui se fait par tout ce qui est promoteur dans la production architecturale, et que pour court-circuiter cette infiltration, transformer le métier d'architecte en fonctionnaire, et du coup qui dépend directement de l'État et des services publics, parce qu'il est producteur de biens publics. Alors, moi, j'ai connu ça à Cuba. Et je sais pas, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, mais il faut que le système aille avec ça. Parce que si ceux qui restent aux commandes de la promotion, aux commandes au niveau des maîtres d'œuvre, restent des sociétés privées, l'architecte aura encore moins de possibilités de porter ce projet politique de renversement en fait du système de production d'espaces construits au sens large. Mais moi, je pense qu'un vrai service public qui commencerait par être le service public comment dire, la section d'architecture devrait déjà se concevoir comme un service public. Ouais. Et on est payé par mon salaire, d'autres sont payés par les contribuables. Je suis toujours frappé le nombre de collègues qui utilisent ce salaire payé par les contribuables pour produire par ailleurs des idées antisociales par rapport à ce qu'ils proposent via leur bureau privé. La question même de la privatisation de cette conception-là, elle est déjà problématique, évidemment. Mais je ne suis pas sûr que les PFL voient les choses, son président en tout cas pas, voient les choses de ce côté-là. On avait une autre question de Candice. Tu peux prendre la parole? Oui, merci. Donc, à propos de la question de l'identité, au final, on a plus parlé de la question de l'identité des personnes qui vivent dans la ville. Et en fait, je me posais une question sur l'identité de la ville en tant que telle. Et au final, est-ce que la ville est un lieu de possibilité de liberté de chacun, où chacun peut prendre la place qu'il veut et un co-vivre où la liberté de chacun compte, ou au final, est-ce que c'est un lieu où chacun essaye de vivre dans une grande proximité et où au final la liberté doit être un peu mise à minima pour laisser place en fait à l'autre et au co-vivre. Et je me pose vraiment la question fondamentalement de l'identité de la ville. Et est-ce qu'elle doit être le lieu de la plus grande liberté possible ou plutôt de la plus grande proximité, mais dans un silence un peu de la liberté de chacun. Et voilà, c'est un peu une question fondamentale sur la ville. J'y vais, je sais pas. Yves, tu veux commencer ou tu veux que je... Je commence, il a coupé son micro. Quand j'ai réfléchi à cette thématique de l'identité de la ville, parce que c'était le thème, identité, individu, collectif et ville, je me suis demandé, effectivement, je me suis posé exactement ces questions et j'ai l'impression qu'il y a une influence mutuelle, qu'en fait, qui est dans l'espace, qui est dans la ville, qui habite la ville va définir en quelque sorte une partie de l'identité de la ville. En tout cas, ça va caractériser un peu nos espaces de vie en fonction de ce qu'on y fait. Donc, qui
est très important. Puis à l'inverse, ben, la ville va aussi influencer qui on est, donc va influencer notre identité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un aller-retour et que cet aller-retour, il faut le garder en tête pour justement éviter que ce soit juste une juxtaposition d'identité individuelle des individus et qu'il faut rechercher ce collectif quelque part. Et donc, bah, c'est l'introduction. Quand Yves s'est présenté, il expliquait qu'il avait retrouvé la conviction, je ne sais plus, je l'ai écrit, la conviction en le ouais, je sais plus, là, je retrouve plus dans mes notes, mais la conviction en collectif ou la confiance en le collectif. Et je trouve que c'est ça qu'il faut réussir à maintenir dans nos villes. Je ne sais pas si ça répond un petit peu, mais Yves pourra peut-être compléter. Non, c'était plutôt, j'ai confiance dans la possibilité de faire disparaître l'individualité. Ouais. Maintenant, est-ce que ça m'amène à être confiant dans le collectif? Je ne suis pas encore sûr. C'est pas immédiat, non. Mais j'y travaille. Sur la question d'identité, ouais, on avait aussi ce débat avec certaines d'entre vous, peut-être avec certains aussi. La question de l'identité, oui. Moi, je suis plutôt a priori contre l'identité. C'est-à-dire que si on arrivait à établir une identité pour un espace, il faudrait s'en débarrasser quelque part. C'est la même chose qu'une sorte de divinité, une espèce d'aura qui serait placée au-dessus de la pratique. Pour moi, ce qui doit faire valoir, ce qui doit être valorisé, c'est les capacités d'un espace à peut-être justement être impersonnel au point de permettre toute pratique. Ça va aussi contre l'idée qu'il pourrait y avoir un auteur, l'auteur d'un objet architectural, l'auteur, en ce qui me concerne, d'un livre de sociologie. Ça ne m'empêche pas de signer ce que je fais, mais je pense que c'est une erreur, quoi. Et sur l'architecture, là, oui, ben, la question d'identité, elle amène qu'à cette notion désastreuse de différence, de diversité, mais dans le mauvais côté, puisque dès qu'il y a diversité, on enclenche la machine à faire la différence, à différencier, à exclure. Et puis, il y aura toujours une compétition. Quelle est la bonne identité? Est-ce que j'ai la bonne identité? Est-ce que mes papiers d'identité sont en règle? Et puis, oui, je pense que la personnalité est peut-être plus intéressant, éventuellement la singularité. Mais la singularité, elle peut être collective, contrairement à l'individualité. Peut-être je peux rebondir sur cette idée justement de pas rechercher cette diversité pour pas différencier ce que tu viens d'expliquer. Moi, j'y adhère. Peut-être j'ai une petite nuance de mon côté de perception. C'est clair que je te rejoins aussi quand tu dis qu'il faut peut-être rechercher des espaces assez impersonnels qui est plutôt parier sur leur capacité. Après, moi, je crois aussi en la valeur des lieux. Et donc, cette question d'auteur, je ne l'évincerai pas complètement. Peut-être que c'est un auteur collectif. Mais je suis aussi assez contente quand je parcours la ville et que je parcours des espaces pour lesquels il y a eu une attention particulière, qui ont témoigné d'une certaine période de l'architecture, de façon de faire, de façon de construire. Et je trouve que tout ça fait aussi la qualité des espaces dans lesquels on vit et qu'on doit aussi travailler sur ça pour qu'ils soient relativement
capable de s'effacer pour accueillir cette vie et cette multitude de publics et d'individualités, etc. Et en même temps, pouvoir assez ou suffisamment caractériser notre cadre bâti, notre cadre de vie, parce que les meilleurs souvenirs qu'on a, c'est dans des endroits extraordinaires pour lesquels il y a eu parfois un grand travail architectural et puis de recherche, d'exploration dans le dessin. Donc, ouais, je ne sais pas si c'est une toute petite nuance, mais que je trouve qu'elle peut avoir son importance aussi dans cette idée de créer des identités urbaines et donc des ambiances urbaines. Peut-être qu'on va prendre les 2 dernières questions. Il y a Marc qui voulait rebondir sur ce qui a été dit. Oui, bonsoir. Ça me fait aussi très plaisir de tous vous voir. Non, c'est par rapport à ce que vous disiez, Yves, par rapport à des espaces ouverts à toutes les identités. Moi, je questionne un peu ça parce que j'ai parfois l'impression qu'un espace qui est ouvert finalement à toutes les identités, c'est aussi un espace qui n'est pas ouvert à toutes les identités, puisque les barrières ensuite, elles sont aussi entre les gens et pas seulement à l'intérieur même des espaces. J'ai le sentiment que les pressions sociales qui peuvent exister, elles vont persister si l'espace est plus ouvert, et que peut-être que c'est pas non plus de dire que ces espaces ne fonctionneraient pas, mais qu'en tout cas, ils peuvent pas fonctionner seuls, et qu'il y a peut-être aussi besoin d'espaces dans lesquels des identités particulières peuvent être exprimées. Je pense, on parle d'espace public, on a parlé beaucoup de places, etc. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres types d'espaces publics. J'étais pas là toute la conférence, donc peut-être j'ai raté quelque chose, mais j'ai vu une interview de Judith Butler récemment, et elle disait que elle parlait de la piscine municipale où elle allait presque tous les jours, et elle disait que finalement c'est aussi un espace particulier dans lequel il y a un milieu particulier, des gens qui sont peut-être handicapés ou qui ont des particularités peuvent les exprimer de manière plus libre, et je pense que c'est important aussi d'avoir des espaces qui sont adressés à certaines identités ou minorités, surtout minorités. Voilà. Et je pense que de penser parfois qu'on peut avoir un espace ouvert à tous, c'est aussi un point de vue qui peut venir peut-être, sans juger du tout, mais qui peut venir peut-être de quelqu'un qui a une identité majoritaire. Voilà. Moi, je pense que c'est une bonne observation, c'est-à-dire la question du droit des minorités. Qu'est-ce qu'une minorité? Avoir des espaces personnalisés. Hein. Il ne s'agit pas non plus de tout niveler ou d'ouvrir. Je pense que vous avez apporté un élément important. Sur cette remarque, on va prendre la dernière question de Maud, si tu veux parler. Oui, bonsoir à tous. En fait, moi, ma question revenait assez sur ce que Marc a dit juste avant, où justement, quand Yves parlait des espaces qui doivent être rendus inclusifs à tous, qu'est-ce qu'on pouvait dire justement des espaces alternatifs qui, dans mon sens, sont des espaces qui acceptent assez facilement toutes nouvelles idées, en fait. Après, c'était ma question. C'est clair que, pour moi, c'est cette complémentarité dont parlait Marc aussi juste avant. C'est qu'on parle beaucoup de la ville à travers les espaces publics majeurs, donc des espaces de représentation. Ceux-là, j'ai l'impression qu'il faut qu'ils puissent permettre d'accueillir tout le monde. Si on fait le parallèle avec la piscine municipale, c'est un espace presque public. En tout cas, tout le monde peut y aller, mais ce n'est pas un espace pour les... moi, je n'ai pas cette citation de Judith Butler, mais pour les personnes, pour un public précis. Donc, quelque part, la piscine municipale arrive à accueillir cette multitude
et à recevoir cette multitude d'identités et de personnalités. Après, c'est clair qu'il faut penser la ville avec ces différentes échelles et cette imbrication de tous ces espaces. Et puis, les espaces alternatifs ont clairement un rôle à jouer parce qu'ils sortent du système de pression foncière, du système capitaliste qui génère de manière importante tous les espaces urbains, parce qu'on a parlé un peu plusieurs fois des espaces commercialisés, mais c'est clair que du coup, ces espaces alternatifs, ils permettent d'explorer d'autres choses et de faire aussi naître d'autres collectifs et d'autres rencontres. Donc, ils ont clairement un rôle à jouer dans la ville et on doit faire en sorte de leur laisser de la place. Alors, est-ce qu'il faut penser ces espaces dans le processus de la ville? C'est des choses qu'on voit de plus en plus. C'est quand il y a une friche urbaine, finalement, avant qu'elle devienne un quartier officiel, on va l'occuper avec un espace de rassemblement. C'est un peu, j'ai en tête l'exemple de la Galicienne à Malais. C'est un espace qui attend finalement, qui est dans l'attente de l'aménagement des futurs espaces publics. Mais en attendant, il y a cet espace. Bon, alors c'est pas complètement un espace alternatif, mais on s'entend. Mais quelque part, il rapporte une richesse et il permet d'amener la vie, la rencontre, de faire émerger des choses liées aux êtres humains avant de ramener le cadre. Et je trouve que ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut penser à travers le processus. Donc, à travers tout ce que je dis, vous aurez compris, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros enjeu à travers le processus de fabrication de la ville. Et que c'est un peu là qu'aussi tout se joue pour faire bouger les barrières officielles, légales, etc. Si vous êtes intéressé sur la question des espaces alternatifs, on a mené pas mal de travaux à partir du LASUR, le laboratoire de sociologie urbaine, ces dernières années, sur cette question-là, et notamment une thèse de doctorat au Portugal et en Slovénie, a montré assez clairement que le rôle que jouait aussi toute une partie des espaces publics, c'est en fait de préparer le prochain conformisme en termes esthétiques. Et ça, c'est aussi un des dangers aujourd'hui de se labelliser espace alternatif. Pour moi, peut-être que un point de vue radical sur un véritable espace alternatif, presque au sens des hétérotopies de Foucault, c'est peut-être les tentes quechua des clandestins qui dorment dans la rue, quoi. Et ou les caddies dans lesquels aussi les homeless à New York sont obligés d'habiter. Le reste, moi, je serais assez méfiant aujourd'hui avec ceux qui se labellisent un peu rapidement comme étant des alternatifs et en fin de compte sont juste des creative clusters de plus, quoi. Je sais qu'il faut éviter le terme de cluster par les temps qui courent. Mais c'est clair que la limite est fine. Mais oui, heureusement, il y a encore des espaces qui sont ni privés ni publics, qui sont des incertitudes, qui sont, pour reprendre le mot de Butler, troublés, en fait. Non seulement par les incertitudes de genre, mais aussi par les incertitudes sociales, des positions sociales. Des gens qui étaient des petits bourgeois le chômage peut les amener aussi à être dans la pauvreté, être à la rue. Il y a des circulations, le point de vue n'est jamais acquis, quoi. Et ça peut être dramatique, mais ça peut être aussi une clé de lecture un peu plus complexe, en fait, de ces enjeux dont on a parlé ce soir, quoi. Voilà.
Merci beaucoup pour votre participation à tous. Cette discussion arrive gentiment à sa fin, mais le sujet, lui, continue, donc de l'individu, du collectif, de la ville, mais aussi le sujet principal de l'Atelier Magazine cette année, l'identité, qu'on va tout au long de l'année développer sur différents sous-thèmes. C'est pour ça aussi que si vous avez envie d'y participer, d'écrire des articles, de montrer des photos, de participer de la manière dont vous désirez, contactez-nous. Et puis, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site, sur Facebook, sur Instagram. Et aussi, le dernier petit atelier a été imprimé, sera bientôt distribué si ça vous intéresse. Et en tout cas, dans l'envie et l'espoir de continuer cette discussion avec vous sur d'autres médiums et tout au long de cette année. Merci beaucoup à Catel Malédan, à Yves Pedrazzini et puis Lorraine Bastide d'avoir pris part à cette discussion. Et à bientôt. Un plaisir. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci. Bonne Merci. soirée. Merci beaucoup. Merci.